Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve ensemble sur la chaîne YouTube de Cryptost pour débriefer de toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des cryptos. Et au programme cette semaine, je reviendrai longuement sur l'affaire Mango Markets, la plateforme décentralisée sur la blockchain Solana qui a subi donc la semaine dernière un hack de 114 millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Pourquoi est-ce qu'on continue d'en parler? Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Je reviendrai aussi sur une autre affaire qui porte beaucoup à discussion, c'est la censurabilité de la blockchain Ethereum. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Et surtout, quels sont les risques potentiels? Puis je parlerai aussi d'autres actualités propres aux exchanges centralisés, notamment FTX qui lance sa carte Visa dans plus de 40 pays à travers le monde, et puis Crypto.com qui s'installe à Paris avec un investissement potentiel de 150 millions de dollars. Bref, je vous explique tout ça dans cet épisode. C'est parti. En 2 semaines seulement, le mois d'octobre a été le pire mois de l'année pour la finance décentralisée. Ce sont pas moins de 750 millions de dollars qui ont été dérobés via 11 hacks différents. On compte bien entendu le hack qui a failli faire perdre plusieurs centaines de millions de dollars à la Binance Chain, mais on compte également un nouveau hack qui a eu lieu cette semaine et qui a touché cette fois-ci la blockchain Solana. On parle en l'occurrence ici du hack de la plateforme décentralisée Mango Markets qui a entraîné la perte de 114 millions de dollars. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vous invite à être bien attentif pour comprendre comment le hacker s'y est pris pour dérober ses fonds, puisque ça vous permettra de mieux comprendre la suite de cette histoire que je vous expliquerai donc dans quelques minutes. Alors concrètement, le hacker a déposé 2 fois 5 millions d'USDC sur 2 comptes différents. Avec le premier compte, il a ouvert une énorme position de short, c'est-à-dire une position de pari à la baisse, sur le MNGO, qui est le token natif de la plateforme Mango Markets. Ça représentait exactement 483 millions de MNGO à un prix de 0,03 dollars environ. Et puis, c'est là que la manipulation devient vraiment intéressante et assez subtile. Il a utilisé son deuxième compte pour racheter cette position en ouvrant donc cette fois-ci une énorme position à la hausse, un long sur le MNGO qui a permis au token de bondir de près de 1000% en l'espace d'1 heure environ. Il a réutilisé cette technique plusieurs fois, ce qui a permis au cours du token donc d'exploser, d'atteindre jusqu'à 0,54 dollars l'unité sur certaines plateformes d'échange centralisées, notamment Ascendex ou FTX. Et donc, en résultante, les oracles utilisés par la plateforme Mango Markets ont mis à jour le prix du token MNGO. Et donc, finalement, la position du hacker qui était prise à la hausse était en positif de 132 millions de dollars. Il a utilisé ses fonds pour contracter divers emprunts directement sur la plateforme Mango Markets, sur plusieurs tokens, notamment sur le SOL, le MSOL, l'USDT, l'USDC, et donc avec ça, il a réussi finalement à drainer, à aspirer l'ensemble des liquidités disponibles sur la plateforme Mango Markets. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le hacker a proposé dans la foulée un vote de gouvernance sur le protocole dans lequel il propose de restituer 67 millions de dollars au protocole et de conserver les 47 millions de dollars restants en échange de l'annulation de toute enquête et de toute poursuite judiciaire à son encontre, une proposition qui a été acceptée à hauteur de 97% par la communauté et qui devrait permettre au protocole justement de rembourser ses créances. Et la raison pour laquelle je vous ai demandé de rester bien attentif tout à l'heure, c'est que bien qu'elle ait été acceptée, cette proposition fait encore débat. D'un côté, on a ceux qui pensent que le hacker ne devrait pas conserver les fonds, il devrait les restituer entièrement à la plateforme et il devrait surtout faire face à la justice pour cette attaque. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui pensent que non, ce que le hacker a fait est complètement légal, il a simplement subtilement utilisé les fonctionnalités de la plateforme pour gagner énormément d'argent d'un coup, et donc que l'argent qu'il conserve serait simplement une récompense comme un bug bounty. Toujours est-il que dans la journée d'hier, le hacker a finalement dévoilé son identité sur Twitter et il a expliqué qu'il allait procéder au remboursement des fonds tel que demandé dans la proposition de la communauté. Il s'appelle Abraham Eisenberg et il a pris la parole sur Twitter pour expliquer que toutes les actions entreprises ne résultaient que de l'utilisation d'un marché libre et de l'utilisation d'un protocole tel qu'il a été conçu entre guillemets. La seule raison pour laquelle il va procéder au remboursement est pour permettre de soutenir les utilisateurs qui ont été lésés dans cette histoire. Et vous, selon vous, est-ce que le hacker mérite-t-il de faire face à la justice ou ce qu'il a fait est complètement légal? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Dans l'actualité également cette semaine, la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX a annoncé qu'elle allait déployer sa carte de paiement en crypto-monnaie dans plus de 40 pays à travers le monde avec un focus notamment sur l'Amérique latine. Alors il faut savoir que cette carte était déjà disponible aux citoyens américains depuis le début de l'année 2022,
Mais désormais, FTX prévoit d'étendre sa portée géographique à plus de 40 pays, donc comme je l'expliquais, grâce à un partenariat de grande envergure avec le réseau de paiement Visa. Alors concrètement, la crypto-carte de FTX permettra de payer avec les crypto-monnaies détenues sur l'exchange sans avoir à les déplacer où que ce soit. Mais petite particularité assez intéressante, c'est que contrairement à ses principaux concurrents, à savoir Binance ou encore Crypto.com, il n'y aura aucun frais lié à l'utilisation de cette carte. Il faut quand même souligner l'ampleur de cette actualité et de ce partenariat entre FTX et Visa dans un contexte de bear market où la confiance des investisseurs est au plus bas. Mais selon le directeur financier de Visa, ça n'a en réalité que peu d'importance. Je cite, même si les valeurs ont baissé, l'intérêt pour les crypto-monnaies reste constant. En tant qu'entreprise, nous ne nous prononçons pas sur la valeur des crypto-monnaies ni sur leur utilité à long terme. Par ailleurs, et on terminera sur cette note assez amusante, Sam Bankman-Fried, qui est donc le PDG de FTX, a reconnu l'ironie derrière ce partenariat, dans la mesure où Bitcoin a été créé pour contourner le système financier traditionnel et qu'aujourd'hui, ce même système financier adopte les crypto-monnaies face à leur succès. Alors, vous avez très certainement vu passer cette information cette semaine un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sans forcément la comprendre parfaitement. Ethereum serait désormais censuré à hauteur de 50% par le Trésor américain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Concrètement, depuis qu'Ethereum est passé sur un consensus de type Proof of Stake, ce sont les validateurs et non les mineurs qui se chargent désormais de vérifier la conformité des transactions et de les intégrer dans les blocs. Sauf que pour maximiser leurs profits, ces validateurs vont désormais avoir recours à ce qu'on appelle des MEV Boost, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement vendre leur espace de bloc à des entités qui se chargent de les optimiser en espace et donc de les optimiser également en profit. Le problème de ces MEV Boost, c'est qu'ils peuvent choisir d'être régulés par le régulateur Office of Foreign Assets Control, l'OFAC. Et pour ceux qui se rappellent, l'OFAC, c'est justement l'entité qui avait donné les sanctions à Tornado Cash plus tôt cette année. Bref, si ces MEV Boost décident d'être régulés par l'OFAC, ça pourrait entraîner des gros problèmes de censure pour la blockchain Ethereum. En effet, l'État américain pourrait décider de complètement interdire certaines transactions ou de prioriser d'autres transactions, ce qui est donc évidemment à l'encontre même de la philosophie de la blockchain Ethereum et des crypto-monnaies en général. Eh bien, l'actualité que vous avez vu passer cette semaine un petit peu partout sur les réseaux sociaux, c'est que actuellement 50% des blocs d'Ethereum sont construits par des MEV Boost qui sont justement régulés par l'OFAC, et ce chiffre tend à augmenter de jour en jour et de semaine en semaine depuis The Merge d'Ethereum. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, tout d'abord, qu'Ethereum est beaucoup plus censurable que par le passé, notamment si ses validateurs décident de passer par des MEV Boost qui sont régulés par l'OFAC. Également que toute entité ou protocole décentralisé est dépendant de sa situation géographique et des choix de ses principaux acteurs. Et puis aussi, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que toutes ces transactions, même celles par exemple de Tornado Cash, ne seront pas complètement interdites. Elles pourront être validées, mais ça prendra juste un petit peu plus de temps. On enchaîne avec l'actualité française de cet épisode du Récap Crypto. Après Binance, c'est au tour de notre plateforme d'échange de crypto-monnaies, à savoir Crypto.com, d'installer son siège européen en France, à Paris. La plateforme a également annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour renforcer la présence de la marque en France et puis pour développer ses activités et recruter énormément de nouvelles personnes dans le pays. Cette opération d'ailleurs, elle fait suite à l'enregistrement de Crypto.com en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc le fameux PSAN délivré par l'autorité des marchés financiers en France. Notez d'ailleurs qu'avec l'obtention de ce statut et avec l'arrivée imminente de la réglementation MiCA, Crypto.com disposera d'un passeport européen qui lui permettra de proposer ses services à l'ensemble des utilisateurs de l'Union européenne. Un choix stratégique qui résulte de l'ambition déjà d'arriver sur le marché européen et puis de tenir tête à ses principaux concurrents, notamment Binance. On termine ce tour des actualités de la semaine avec une étude réalisée par la Bank of America qui devrait vous redonner le sourire dans cette période de marché très compliquée pour les crypto-monnaies. Cette étude a été réalisée auprès d'un panel de 1052 investisseurs relativement aisés puisqu'ils disposent chacun d'un minimum de 3 millions de dollars dans leur portefeuille. Et elle a révélé qu'il y a un véritable changement de paradigme dans la vision des investissements selon les générations. Concrètement, 75% des jeunes qui ont été interrogés estiment que la finance traditionnelle n'apporte plus de rendement suffisamment intéressant et ils s'intéressent donc aux actifs alternatifs et notamment aux crypto-monnaies pour agrémenter leur portefeuille. Le rapport révèle que les millennials, donc les 21-42 ans, allouent exactement 16% de leur portefeuille en actifs alternatifs, donc en crypto-monnaie, contre seulement 5% pour les baby boomers, c'est-à-dire
43 ans et plus, et seulement 2% pour le reste de la population américaine en général. De surcroît, d'ici 2045 aux États-Unis, il est estimé qu'environ 84 000 milliards de dollars devraient transiter depuis les baby boomers vers les millennials et la génération X. Et donc la Bank of America explique que ce changement d'intérêt générationnel pour les investissements devrait impacter profondément et durablement l'avenir des marchés financiers, puisque ces fonds devraient plutôt transiter vers le marché des crypto-monnaies. À l'heure actuelle, évidemment, le marché des actions domine de très loin les débats. Sa capitalisation globale est plutôt de l'ordre de 100 000 milliards de dollars, alors que celle du marché des crypto-monnaies avoisine les 1000 milliards de dollars. Mais comme l'explique la Bank of America, il y a fort à parier qu'à l'avenir, cette différence se comble petit à petit et qu'au fil des années, le marché des crypto-monnaies gagne de plus en plus de terrain sur celui de la finance traditionnelle. Et on termine comme d'habitude cet épisode du récap crypto avec un petit tour pêle-mêle d'actualité qu'il fallait pas manquer aussi cette semaine. Et on commence avec le Portugal, alors que le pays ne s'était jusqu'alors jamais vraiment positionné sur les taxations au sujet des crypto-monnaies. D'ailleurs, en faisant pour certains investisseurs un paradis fiscal, le gouvernement portugais a finalement pris sa décision et devrait taxer les crypto-monnaies à hauteur de 28% d'ici 2023. Dans l'actualité également cette semaine, Uniswap Labs, qui est l'entité qui gère le premier exchange décentralisé du marché, Uniswap, vient de conclure avec succès une nouvelle levée de fonds de 165 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série B. Et ces nouveaux capitaux devraient servir à développer de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités et surtout à rendre le protocole plus accessible aux débutants. Également une autre actualité dont on parle très régulièrement puisqu'elle intervient tous les trimestres, la BNB Chain a procédé à son 21e auto-burn le 13 octobre dernier, ce qui a résulté en la suppression, la disparition totale d'environ 2 millions de tokens BNB, soit 574 millions de dollars au moment de la transaction. Et on termine avec une énorme actualité de cette semaine, elle concerne le géant Google qui s'est associé avec Coinbase pour proposer à ses clients de payer ses services de cloud computing en crypto-monnaie et notamment en Bitcoin. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du récap crypto. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire pour soutenir la chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de passer évidemment une excellente semaine et je vous dis comme d'habitude à lundi prochain.